Bonjour! Aujourd'hui, on est le 15 janvier 2021. Et ici, on a la portée de Naomi et Champagne, qui sont nés le 25 novembre 2020. Les chiots qui ont 7 semaines et demie. Ceux qui suivent la chaîne vont dire, j'avais dit la semaine dernière qu'il n'y aurait pas plus d'autres vidéos sur cette portée-là. Je me suis révisé car j'ai des informations justement à vous donner, vu que les gens vont prendre possession en fin de semaine et c'est COVID. Donc, j'aurai pas le temps de vous rencontrer et de vous parler face à face. Donc, j'ai décidé de faire un petit vidéo pour vous donner des informations plus importantes que je juge. Puis s'il y a des choses qui manquent, vous le mettrez en commentaire sur cette vidéo-là et j'en ferai sûrement une autre pour faire un complément. Donc, première nuit qui va arriver à la maison, il est certain que le petit ou la petite va pleurer. Mesdames, il faut rester, il ne faut pas aller le chercher. Si vous allez le chercher la première nuit, vous allez aller le chercher à toutes les autres nuits. Donc, il faut laisser pleurer le bébé. Ça va durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je ne souhaite pas plus que ça. Mais ça dépend de chacun. Et puis lorsqu'il arrête de pleurer, ben là, on part un peu comme le chrono. 4 heures, 4 heures et demie après, maximum, pour la première nuit, je dis, il va falloir aller le chercher. Puis le sortir, le prendre dans vos bras, l'amener à l'extérieur et le faire faire ses besoins. Ça, c'est si il ne pleure pas pendant les 4 heures. Si au bout de 2 heures, il a pleuré, les 5, 10, 15 premières minutes, et au bout de 2 heures, il se mettait à pleurer encore. Là, j'irais, par exemple. Parce que peut-être que soit qu'il a envie, ou qu'il vous avertit qu'il va faire envie. Donc, on y va, et on le remet dans sa cage. Malheureux, votre nuit va être courte cette nuit-là, parce qu'il va se mettre à pleurer encore quand vous allez le remettre dans la cage. On recommence le processus encore. La deuxième nuit, elle va être un peu plus longue. Il va faire à peu près 5 heures. Troisième nuit, 5h30. Quatrième nuit, 6 heures. Et au bout d'une semaine, il fait son 7 heures, 7h30. Il peut même faire son 8 heures. Ce qu'on peut faire, pour les aider, pour pas justement faire de pipi dans la nuit, moi, mon truc à moi, c'est qu'à l'heure du souper, j'arrête de leur donner de l'eau. Donc, comme le souper est aux environs de 6 heures, eh bien, le chiot, vous allez sortir le chiot à toutes les heures. Quand il est petit, surtout, à toutes les heures. Comme ça, vous êtes certains que ses besoins vont être à l'extérieur. Il va s'habituer à son endroit, puis il va s'habituer à une régularité. Donc, il a arrêté de boire de l'eau à 6 heures environ. Donc, il va sortir à 6, parce que tout de suite après avoir mangé, il y a une selle. Ou 0 à 15 minutes après avoir mangé, il y a une selle, à cet âge-là en tout cas. Et il va faire un pipi. À 7 heures, vous allez ressortir, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Admettons que vous vous couchez à 11 heures. Ça fait déjà 5 fois qu'il sort. Donc, à 11 heures, vous allez le coucher. Il pleure un peu. Je veux dire, vers 4 heures, 4h30 du matin, première nuit, vous allez vous lever. Vous allez faire ça, enlever l'eau, ne pas laisser l'eau après l'heure du souper. Moi, je dirais 1 semaine, 2 semaines maximum. 1 semaine ou 2. Le temps que le chiot, va grandir beaucoup, dans 1 ou 2 semaines, il va grandir de beaucoup. Il va s'habituer à son endroit où il doit faire ses besoins. Il va avoir une régularité dans la façon d'être sorti souvent. Donc, ça va rentrer dans sa façon d'agir. Ils sont habitués, ils aiment les habitudes, les chiens. Maintenant, quand on a parlé, vous arrêtez l'heure du souper, eh bien, ça m'amène justement à la quantité de nourriture. Quantité de nourriture, juste un instant, je vais m'amener un petit 2 tasses à mesurer. Ça ici, ce qu'on voit ici, moi c'est ce que je sers à un mâle. Si vous voyez, si on peut voir comme il faut, là, c'est où il y a mon pouce, c'est égal aux 2 tasses. Et c'est complètement plein à l'extrémité où il y a le bec. Ça, c'est pour un mâle. Pour une femelle, c'est le 2 tasses bien juste. Bien égal. Cette quantité-là, je sais qu'il y en a qui vont faire le saut, cette quantité-là, vous lui donnez à partir de maintenant, pour toute sa vie.
Mâle, comme j'ai dit, moi j'appelle ça un 2 tasses écart, là, un 2 tasses en angle jusqu'au bec. Puis la femelle, 2 tasses. Bien sûr que votre chiot, quand il va arriver à la maison, dans les prochains jours, prochaines semaines, il ne mange pas cette quantité-là. Vous allez lui donner cette quantité-là, par contre, toute sa vie, comme j'ai dit, 2 fois par jour. Donc une femelle mange 4 tasses totales par jour, et le mâle, environ 4 tasses et demie, un peu plus, par jour. Les premiers jours, quand vous allez servir, mettons, on prend une femelle, 2 tasses, vous lui donnez son 2 tasses, au bout de 5-10 minutes, elle va arrêter de manger. Elle va diminuer, elle va arrêter. Vous enlevez le bol, vous ne laissez pas la nourriture là en permanence, parce qu'un chien, ça mange et ça va faire une selle. Mange, selle. Si vous laissez la nourriture là en permanence, donc vous allez avoir des selles aussi en permanence. Ce qu'il faut donc, c'est au bout de 10 minutes, on enlève le plat et moi, ce que je ferais, je remesure, je remets ce que j'ai dans mon plat, dans mon 2 tasses à mesurer, pour voir quelle quantité il a mangé. Donc, ça va vous donner une idée de quelle quantité il mange. De jour en jour, vous allez voir que cette quantité-là, il y en a de moins en moins qui va rester dans le fond du 2 tasses. Au bout de 3 semaines, 1 mois environ peut-être, il va manger la quantité au complet. Moi, je fais ça pour les laisser gérer la quantité qu'ils ont besoin. S'ils font beaucoup d'exercices, s'ils bougent beaucoup, ils vont manger plus. S'ils bougent moins, ils vont manger moins. Et quand ils vont arriver à 2 tasses, c'est le maximum. Donc, ils vont se régulariser avec cette quantité-là. C'est de la nourriture chiot, bien sûr, comme que je vous ai envoyé le courriel avec la photo du sac de nourriture. C'est cette quantité-là, cette nourriture-là que vous allez lui donner jusqu'à l'âge d'1 an environ. Moi, ce que je dis, c'est que quand la femelle atteint environ 55 livres, il est temps de la changer pour la nourriture adulte. Si elle atteint 55 livres à l'âge de 10 mois, ben, changez-la pour la nourriture adulte. Sans ça, elle va être, on appelle, excusez l'anglicisme, ça va être overweight quand elle va être rendue à 16, 14, 15, 16 mois où elle atteint son poids santé. Le mâle, lui, aux environs de 65 livres, je changerais de nourriture. Vous faites une transition. Si vous gardez la même marque, il n'est pas censé d'avoir besoin de faire de transition progressive. Là. C'est-à-dire un quart de la nouvelle nourriture avec 3 quarts de l'ancienne pendant quelques jours, 2-3 jours. Moitié-moitié pendant 2-3 jours. Et 3 quarts, 1 quart pendant encore 2-3 jours, ce qui fait qu'on a fait une transition complète. Quand on reste dans la même marque, pas supposé d'avoir besoin de faire une transition comme ça. Je la fais quand même. Sait-on jamais, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes ingrédients. Les intestins, les estomacs sont fragiles quand même. On ne cherche pas les problèmes. Une diarrhée, c'est plate à soigner. Donc, on a dit femelle au bout de 55 livres, mâle 65 livres, on change pour une nourriture adulte. Ou 1 an. Ça, je dis ça, vous pouvez peut-être les laisser un peu plus longtemps. Ça m'étonnerait qu'à passer 1 an, il n'ait pas atteint ce poids-là. Le poids santé, le poids que vous devez essayer de garder à votre chien pour le restant de sa vie, c'est vers l'âge de 14 mois. Allez chez Mondou, vous avez une balance, peut-être un pèse-personne à la maison, un homme solide, vous pesez, vous prenez votre chien dans les bras, vous pesez le chien, vous faites la soustraction, vous allez avoir le poids de votre chien. Ou vous allez chez Mondou, chez le vétérinaire, ils ont une balance pour les animaux. Après ça, conservez ce poids-là en mémoire, puis gardez-lui ce poids-là toute sa vie. Si une année, vous faites plus d'exercices, plus de sorties, puis vous voyez que votre chien a maigri un peu, vous pesez, hop, il pèse un peu moins, augmentez la quantité de nourriture. Quand il va vieillir, il va sûrement faire moins d'exercices. Donc, vous voyez que votre chien commence à avoir... Vous dites qu'il n'est pas gras, c'est sûr, on ne les voit pas gras, mais si le chien est droit du devant jusqu'au derrière, il est gras. Il est censé avoir une légère courbe aux hanches. Donc, s'il est droit, comme un tuyau, on enlève un quart de tasse de nourriture. Quand ils vont arriver à l'âge, je vous souhaite, 12, 13, 14 ans, peut-être même, ben vous allez peut-être être obligé de diminuer de beaucoup, là. La nourriture minimale, moi, que je donne, c'est 1 tasse. Je ne descends pas en bas d'1 tasse par repas, matin et soir. Mais ça, c'est pour un chien qui a 13 ans, là. Donc, il ne bouge plus beaucoup, il n'a plus beaucoup d'exercice, il n'a plus besoin de ces 2 tasses-là. Là. Sinon, il va venir trop gros et là, il va avoir de la difficulté à se déplacer. C'est pas mieux.
La même chose, votre chiot, si, c'est pas grave, il est en santé, il est jeune, il est beau, vous pensez qu'il est pas gras, mais il est à 70 livres, puis il a pas 12 mois, eh bien, c'est à l'âge de 3, 4, 5, 6 ans qu'il va payer pour. C'est comme nous, les humains. Si on ne fait pas attention à notre poids, ben c'est nos rotules, nos chevilles qui supportent tout ça. Donc, ceci, c'était pour les repas, la nourriture, l'eau. Et les soins qu'on peut apporter à un chiot, un chien. La coupe de griffe, bien sûr, une fois par mois. Soit vous la faites faire, ou vous achetez un coupe-griffe. N'achetez pas un coupe-griffe avec un genre de guide pour la profondeur. Ou s'il y en a un, enlevez-le. Parce que vous allez vous fier à ce guide-là et le métal plie légèrement à chaque fois que vous allez vouloir couper une griffe. Ce qui fait que la distance entre le métal et le couteau agrandit au fur et à mesure que vous coupez des griffes. À un moment donné, vous coupez trop court et là, la griffe saigne. Si ça saignait, un peu de farine ou un peu de fécule de maïs dans le creux de votre main et vous venez imprégner le bout de la griffe dans cette poudre-là, que ce soit de la farine ou de la fécule. Ça va colmater, mais c'est certain que votre chien, si vous l'avez coupé trop court, dès qu'il va aller dehors ou qu'il va se frotter sur un tapis ou quelque chose, cette petite chose-là va partir et ça va saigner. Donc, on y va par petites tranches. Et quand on voit un petit rond commence à se créer au centre de la griffe, ça veut dire qu'on approche. C'est ce rond-là, rosi, c'est qu'on approche de la veine. Si vous allez plus loin, mais c'est plus rose, là. Désolé, c'est rendu rouge. Donc ça, c'est pour la coupe de griffe. Les bains. Les bains, moi, je dirais, ce qui est le mieux pour un chien, là, c'est maximum 4 fois par année. Donc une fois par saison. Ils ont besoin de leurs huiles essentielles. Il ne faut pas les laver à profusion. C'est sûr, quand ils sont bébés, ils peuvent être lavés un peu plus souvent. Le problème, c'est le shampoing. Essayez de prendre, pas essayer, trouvez-vous un shampoing sans détergent à l'animalerie. Et là, quand tu seras chiot, peut-être le laver un peu plus souvent, mais une fois que ça sera fini, qu'il va se salir, ben, là, à ce moment-là, comme je dis, maximum 4 fois par année. Mais moi, ce que je préconise mieux, encore, c'est 2 fois par année. Au printemps, quand il fait assez chaud dehors, pour que le chien puisse aller sécher dehors. Puis à l'automne, avant qu'il fasse trop froid dehors, une belle journée d'automne, on en profite, on lave le chien, encore on le met dehors pour qu'il puisse aller sécher dehors. Parce qu'un chien dans la maison, c'est malheureux, ça sèche pas. Habituez-le au séchoir peut-être, jeune, parce que si vous attendez à 1 an, 1 an et demi, vous allez avoir de la difficulté, le chien va avoir peur. Donc on fait sécher le chien comme il faut. Surtout. Et c'est ça, bien rincer. Quand vous lavez le chien, vous lavez une première fois, vous rincez. Vous lavez une seconde fois, vous lavez pas. Vous rincez une seconde fois, vous avez fini de laver, vous rincez une seconde fois. Vous pensez qu'il est bien rincé, rincez-le donc une 3e fois. Ça fait pas de tort. C'est un chien d'eau. Donc c'est un chien qui va, si vous allez dans la piscine, si vous avez une piscine, il va vouloir y aller. Apprenez-lui à monter, si c'est des marches que vous avez, tant mieux. Parce que c'est la plupart des gens ont une toile. Là, les griffes, faites attention. Si c'est un genre d'échelle, il y a moyen de le montrer. Il faut leur montrer à ne pas avoir peur, à se laisser couler le derrière pour que les pattes derrière rejoignent les barreaux. Et ils sont capables de monter. J'ai déjà montré à un chien, moi, une après-midi, à monter dans une échelle. Donc, c'est possible. C'est sûr que si votre piscine est au clair, vous, en sortant de la piscine, que faites-vous? Vous prenez une douche, sinon ça vous pique. Mais le chiot, le chien, c'est pareil. On rince à la fin. Et puis, je vous dirais que 3 heures avant que vous pensiez aller vous coucher, trouvez un moyen pour empêcher le chien de retourner à la piscine, parce qu'il faut qu'il ait le temps de sécher. S'il rentre dans la piscine, dans la maison trempe, ou pas sec complètement, ben vous avez des risques de hotspot. Et puis ça, ben, c'est vétérinaire, ou bien vous rasez la plaie, vous soignez avec du peroxyde, des épongés, et ainsi de suite. Mais c'est assez un bon travail. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. 3 heures avant, vous arrêtez la baignade. Et puis, à toutes les demi-heures, 3 quarts d'heure, vous appelez votre chien, puis vous lui passez la main dans le cou et les fesses pour faire aérer
le poil, faire rentrer de l'air dans son poil. Faites ça à toutes les demi-heures, 3 quarts d'heure. Lui, il est content, il va avoir reçu une flaque. Et puis vous, ben, vous allez être content parce que quand 3 heures après, vous allez dire, OK, ça va faire se coucher. Ben, vous lèverez pas le lendemain avec un problème de hotspot. C'est la peau qui se trouve à ne pas respirer parce qu'il y a de l'eau où le poil est mouillé, le chien est couché, reste toujours au même endroit. Donc cette peau-là ne respire pas. Et parce qu'elle ne respire pas, ben là, il y a un milieu bactérien qui se crée. Et puis là, ben, ça commence par un petit rond. Puis là, il va se porter à se gratter. Et là, il vient transporter cette bactérie-là plus grand. Et là, ça agrandit. C'est préférable que ça n'arrive pas. Une chose aussi, baignade. Il y a un besoin important du liquide nettoie-oreille. Vous allez trouver ça à l'animalerie, quinzaine de dollars la bouteille. C'est préférable à une visite chez le vétérinaire avec antibiotiques parce qu'il va faire une otite. Vu qu'il aime l'eau et qu'il a une oreille tombante, ben c'est un chien qui est porté à faire des otites de baigneur. Pour régler le problème, c'est avec le liquide nettoie-oreille. C'est à base de camphre et d'alcool, la friction. Vous remplissez l'oreille. Vraiment remplissez, là. Que peut-être pas vous voyez le liquide, là, mais au moins qu'il y ait assez de liquide dans l'oreille que lorsque vous massez le bas de l'oreille, vous entendez le liquide se promener à l'intérieur de l'oreille. Oui, que ça fait quish. Exactement, il faut entendre ce bruit-là. Vous faites les 2 oreilles, faites ça à l'extérieur, je vous conseille. Faites ça à l'extérieur, parce que le chien va vouloir se secouer. Vous faites la première oreille, vous essayez de l'empêcher de se brasser la tête tout de suite, faites la seconde, et là vous le laissez aller. Vous massez les oreilles environ une dizaine de secondes. Il va secouer la tête, ça va s'enlever le surplus, et puis vu que sa base de camphre, ça va tuer les bactéries, et l'alcool à friction va faire que ça s'évapore. Donc, maintenant les oreilles. Ah oui, important aussi, randonnée pédestre. Vu que c'est un chien d'eau, un petit conseil, si vous allez faire une randonnée pédestre, vous savez que vous êtes sur le retour. Votre chien est en liberté depuis un bout de temps, ça va bien, il s'est baigné un peu partout. Et là, vous êtes à peu près à 30 minutes de votre voiture. Votre chien est presque sec. Mais moi, je vous dis, attachez votre chien. Parce que votre chien, s'il commence à être presque sec, il va commencer à avoir chaud. Et lui, l'eau, il la sent. Il n'a pas besoin de la voir. Il n'a pas besoin de l'entendre. Il peut la sentir. Et là, il va partir en courant en plein milieu de la forêt. Vous allez vous demander pourquoi et vous allez le voir revenir. À souhaiter pour vous qu'il ait trouvé une belle rivière claire, mais bien souvent, c'est un marais. Et là, il faut rentrer dans la voiture. Vous comprenez tout le problème. Attachez votre chien 30 minutes avant le retour. Avant ça, laissez-le en liberté, là, il va s'amuser. Même que ça, pour la liberté, je préconise, c'est quand vous avez votre chiot, au tout début, laissez-le un peu en liberté, à l'avant de la maison, derrière la maison. Le chien a peur. Il ne connaît pas où ce qu'il est. Vu qu'il a peur, il va rester près de vous. Et en restant près de vous, ben le rappel se fait facilement. Quand il va arriver plus vieux, ben ça ne sera pas un interdit, la liberté. Donc, si la porte ouvre en avant, le chien sort, vous allez l'appeler, il va revenir. Il n'y aura pas de problème. Tandis que si votre chien a 1 an, n'a jamais eu la liberté avant, toujours été attaché en laisse au moindrement qu'il sort de la maison. La porte ouvre à 1 an, 1 an et demi. Bonne chance. Puis, en tout cas, moi je cours pas après un chien, parce que quand on court après un chien, c'est comme si on voulait jouer avec. On va plutôt dire, moi je m'en vais, et vous retournez sur le sens contraire, en souhaitant que ça marche. Je vous souhaite bonne chance, vraiment. Donc ça, c'est vraiment en gros. Maintenant, une dernière petite chose, c'est vrai, le carnet de vaccination, ici, vous allez avoir ça demain, ou le 23, ou les semaines. Ça va peut-être être une vidéo qui va rester là, pour les futurs propriétaires, tant qu'il va y avoir COVID. Je ne peux pas rencontrer en face à face. Donc ça ici, ça se trouve être le certificat de vaccination comme tel. On voit en haut, à droite, la date qu'il a été vacciné. Et en bas, sous mon pouce, la date de rappel. Donc, comme j'ai dit aux gens, vous devez aller voir le vétérinaire de votre choix dans la première semaine que vous prenez possession de votre chiot,
Vous allez amener votre chiot, bien sûr, et amener votre carnet de santé, et le vétérinaire va vérifier ça. Quelle date il a été vacciné, quelle date il a son rappel, qu'est-ce qu'il a reçu comme vaccin qu'on peut voir ici dans la colonne, et au dos, comme quoi que chaque chiot a été inspecté, pas le mot comme tel qui me vient, qui a été vu, et que tout va bien, un certificat international de santé qui a été mis, signé par mon vétérinaire. Ceci, excusez, ça se trouve dans le certificat de vaccination, à l'intérieur de la pochette, en plein centre. Désolé. Donc, si on voit, c'est juste ici entre les deux. Quand on ouvre la deuxième page ici, j'ai marqué, c'est moi qui les vermifuge, la date, le 18, 19, 20 pour ce chiots-là, 18, 19, 20 janvier, excusez, c'est parce qu'il jappe qui me dérange, 18, 19, 20 décembre 2020, ils ont été vermifugés à 1 demi-cc, et le 8, 9, 10 de janvier, ils ont été vermifugés à 1 cc. Donc, c'est du fenbendazole à 200 mg par millilitre. Votre vétérinaire connaît ça. Il va voir qu'ils ont été vermifugés 3 fois à 3 semaines d'intervalle. Donc, le vermifuge devrait avoir fait son effet. Le vermifuge, c'est pas une chose qui est bonne à vie. Si votre chien, là, présentement, il est vermifugé. Mais si, en allant chez vous, il se trouve, en marchant, à piler sur une selle infectée d'un chien qui en avait des vers, donc il y a des œufs dans cette selle-là, bien, c'est normal si votre chiot, votre chien, va vouloir se lécher la patte pour se laver. Et là, il vient d'avaler des œufs. Et il vient de se réinfecter. Ça va prendre plusieurs mois avant que vous puissiez voir quelque chose, soit qu'il va en faire dans ses selles, soit qu'il va en régurgiter s'il y en a beaucoup, beaucoup. De toute façon, si vous en revoyez, bien, tout ce qu'on a à faire, c'est de redonner encore un vermifuge et le problème va être résolu. Si les gens ne veulent pas attendre qu'on en voie, une chose qu'on peut faire, c'est quand vous allez faire une visite chez votre vétérinaire, le matin de votre visite, prenez un petit échantillon de rien, de sel que vous mettez dans un mini sac Ziploc, et vous amenez ça chez votre vétérinaire. Lui, il fera une coprologie, et il va voir s'il voit des œufs dans la selle. S'il ne voit pas d'œufs, ben, il ne devrait pas prescrire de médicaments. S'il voit des œufs, bien là, à ce moment-là, on prescrit. Et là, ils vont sûrement vous dire, « Ah, on n'en voit pas, mais on peut en donner, c'est par précaution. Libre à vous. Mais si on n'en voit pas, on n'en voit pas. » Et comme vous allez retourner chez votre vétérinaire dans un mois, eh bien, vous allez pouvoir faire une autre coprologie dans un mois et confirmer s'il n'y en avait pas ou